Je propose ma candidature. Je présente devant vous de la élection. Se lancer dans la campagne présidentielle. Alors de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro de France 2012. Nous sommes à 25 jours exactement du premier tour de l'élection présidentielle française et nous allons donc recevoir des candidats ou porte-parole de ces candidats. Une émission que nous réalisons avec l'agence France Presse et avec le petitjournal.com, le journal des expatriés. Première invitée de cette émission aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être des nôtres. Vous êtes la porte-parole de Nicolas Sarkozy et vous allez donc avec nous répondre aux questions de journalistes internationaux qui vont venir nous rejoindre. Peut-être une première réaction, puisque l'opinion publique en France et à l'international reste évidemment très marquée par les drames qui se sont produits la semaine dernière à Toulouse. Le père du djihadiste meurtrier vient de répondre à Alain Juppé, qui lui avait conseillé de se taire, qu'aucun responsable français n'a le droit de lui demander de se taire. Comment réagissez-vous ? Mais la simple décence lui recommande et l'oblige à se taire. N'importe qui dans cette situation, avec un reste de pudeur, choisirait le silence, aurait peut-être un sentiment de honte ou au moins de regret, ou s'interrogerait tout simplement sur ce qui, dans son propre... La compassion victime et l'interrogation sur ce qui, dans son propre comportement, a pu conduire à ce que son fils devienne un tel monstre. Et ce personnage, au lieu de ça, se complaît dans la provocation et désormais dans l'agressivité. Alors je le disais, nous sommes donc à 25 jours du premier tour de cette élection présidentielle. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. On attendait hier de la part de Nicolas Sarkozy une inflexion, puisqu'il était avec l'ancien ministre Borloo, peut-être une inflexion plus centriste. Et on a trouvé, au contraire, peut-être des propos où l'on reparle de vagues successives d'immigration. Est-ce que vous êtes à l'aise pour porter une parole que beaucoup de commentateurs situent à la droite de la droite ? Je pense que les commentateurs sont dans des catégories anciennes. On essaye de classer les choses entre un discours qui serait droitiste, droitisé, de gauche, centriste. Toutes ces catégories-là ont un peu volé en éclats. Et ça fait quelques années qu'elles ont volé en éclats dans la politique française. Et là-dessus, les critères qu'utilisent les commentateurs sont décalés par rapport à la réalité. Aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, la question c'est quels sont les sujets des Français. Et les propositions de Nicolas Sarkozy, il y en a certaines que vous pourrez classer avec des catégories anciennes tout à fait à droite, d'autres que vous trouverez franchement à gauche. Par exemple, l'idée d'avoir une agence pour récupérer les impayés de pensions alimentaires, est-ce que c'est vraiment une idée de droite ? On peut en discuter. Et derrière tout ça, il y a pour Nicolas Sarkozy cette conviction qu'on ne parle pas à une France de droite, à une France de gauche, à une France du centre. Non, les questions que se posent les Français, tous les Français se les posent. Aujourd'hui, et ce soir à Elancourt, hier dans ce discours à Nantes, il y avait toutes les questions du moment des Français. C'est-à-dire qu'on parlait, c'est vrai, de sécurité, on parlait de lutte contre le terrorisme, bien sûr, il y a une actualité dramatique, mais on parlait aussi d'éducation, on parlait sur la base d'une proposition de Jean-Louis Borloo des jeunes en difficulté à l'école, notamment à l'école primaire. Il y avait Donc vous êtes à l'aise pour porter ces paroles, quelles qu'elles soient, où qu'elles se situent. Moi, je suis 100% à l'aise avec un discours qui rejette ces catégories anciennes de ce qui serait à droite, ce qui serait à gauche, ce qui serait au centre, pour s'intéresser à ce qui intéresse les Français. Alors, je vous proposais, puisque nous travaillons avec des rédactions partenaires, notamment celle de la RTBF en Belgique, je vais vous proposer ce portrait réalisé par Pierre Marlet, ce portrait de vous. Porte-parole d'un candidat en campagne, c'est suivre celui-ci comme son ombre, mais dans l'ombre. Dans les visites d'usine, on prend soin de faire la même chose que lui. On touche ce qu'il touche. Sans doute une question d'alchimie pour créer l'osmose. Mais ne vous y trompez pas, c'est bel et bien un poste très envié. C'est d'ailleurs le résultat d'une fulgurante ascension. Il y a 3 ans, elle succède à Éric Besson comme secrétaire d'État à l'économie numérique, ce qui lui permet de comprendre plus vite que ses collègues l'impact de Twitter. 1 an et demi plus tard, elle remplace son ancien patron Jean-Louis Borloo, car elle fut auparavant son secrétaire d'État. Et elle devient ministre de l'écologie et des transports. Une carrière à grandes enjambées qui l'a fait entrer dans le premier cercle présidentiel. Mais dans un premier temps, elle va devoir gérer une crise environnementale mondiale. Le scénario du pire est possible et même probable autour de la centrale de Fukushima. Fukushima ébranle la confiance d'une partie de la planète dans le nucléaire.
Mais la France, pays le plus nucléarisé du monde, reste inébranlable. Vive le nucléaire donc, mais à bas le gaz de schiste. Sur cet autre dossier explosif, les écologistes peuvent crier victoire. NKM a fait marche arrière. Nous ne voulons pas prendre ces risques en France. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la fracturation hydraulique est interdite par la loi en France et en conséquence nous abrogeons les permis qui prévoyaient d'y recourir. Ici donc, NKM éteint le feu et pourtant des étincelles elle peut en provoquer. Une partie du MP la trouve trop BCBG pour incarner celui qui se veut le candidat du peuple. Et le métro leur a donné un sérieux argument. Elle a évalué le ticket à un peu plus de 4 €, soit 3 fois le prix. Alors pour contrer ses détracteurs, on lui permet ce conseil, rester discrète sur son arbre généalogique, car NKM descend de la grande famille romaine des Borgia, trop classe. Voilà, portrait impressionniste de Pierre Marlé sur lequel vous avez souri. Un point de réaction, de commentaire sur votre propre portrait ? Vous savez ce que c'est ? Quand vous-même, n'importe lequel de nos téléspectateurs se regarde ou s'entend dans un enregistrement, dans une vidéo, en général, il se sent pas lui-même. Il est déjà troublé rien que par sa propre image. Et celle-là est vraie, puisque c'est juste une vidéo. Alors quand on vous fait un portrait, c'est-à-dire qu'on projette sur vous quelque chose, on reconstruit un truc, vous imaginez bien l'effet que ça peut faire. Bon, écoutez, en tout cas, voilà pour ce portrait donc de Pierre Marlé. Nous allons aller découvrir, retourner dans une autre rédaction, celle de la télévision suisse, en compagnie de Darius Rochebin. Darius, merci d'être en direct avec nous de Genève. Alors, avant peut-être d'interroger depuis la Suisse Nathalie Kosciusko-Morizet, on a toujours le même intérêt, j'allais dire presque la même passion pour cette élection qui arrive dans 25 jours en Suisse ? Bien sûr, très très grand intérêt évidemment après le drame de Toulouse qui a été encore renforcé, puis intérêt pour la campagne en général. Alors, quelles sont les questions que vous posez, que vous aimeriez poser donc à la porte-parole de Nicolas Sarkozy ? Nathalie Kosciusko-Morizet, vue de Suisse, on est frappé évidemment par votre volonté de rattraper l'argent des riches Français qui a fui. Alors chez nous, nous avons les exilés fiscaux, les forfaits fiscaux. Ce temps-là est fini ? Non, ce temps-là n'est pas fini. C'est une question. C'est une question qui nous est posée, qui vous est posée aussi à vous, qui est posée au monde, que celle de savoir si on peut avoir une nationalité, en bénéficier pour tout ce qu'elle recouvre. Par exemple, on sait qu'avec le passeport français viennent un certain nombre de prérogatives. En France, nous protégeons nos ressortissants, nous battons quand ils sont. Bien sûr. Oui. On a le 2e réseau consulaire au monde. Avec le passeport français, il y a un certain nombre de prérogatives. Être français, ça recouvre quelque chose de fort. Et nous disons que, avec ça, ils viennent un certain nombre d'engagements, d'obligations, parce qu'avec les droits, ils viennent des devoirs. Et parmi ceux-là, le fait de participer de la communauté nationale aussi à travers l'impôt. Pour ces... Madame, parmi les exilés, y compris certains de vos amis politiques, Johnny Hallyday, il nous écoute peut-être depuis son chalet à Gstaad en ce moment. Qu'est-ce que vous lui dites ? Mais des exilés fiscaux, vous en trouverez dans tous les partis politiques. Je ne sais pas si Johnny Hallyday est particulièrement adhérent l'un ou l'autre, mais vous en trouverez de toutes les sympathies politiques. Ce qui est bien la preuve que c'est un problème national. On parlait des problèmes qui concernent les Français. C'est un problème qui concerne les Français parce que derrière ça, il y a une question. Derrière ça, il y a une idée de ce que c'est que la communauté nationale. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'avec un passeport, avec une nationalité, il y a un certain nombre de devoirs qui vont avec. Nous ne voulons pas que les Français fuient la France. Au contraire, nous voudrions au maximum qu'ils investissent en France. Et donc, ce que nous proposons, ce que propose Nicolas Sarkozy, c'est finalement qu'il y ait une fiscalité équivalente sur le patrimoine, qu'on soit en France ou exilé fiscal. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas envie de devenir exilé fiscal. L'objectif, c'est qu'on ait envie de rester en France. Ce n'est pas une fiscalité punitive au sens où ce serait mal d'avoir de l'argent. Non, c'est une fiscalité incitative au sens où on préfère que ces personnes restent en France et investissent en France. Darius ? Madame, je reviens au portrait de mon collègue Marlé. Pas vous ennuyer avec ça, c'est un grand classique, le ticket de métro. Je crois que Giscard avait été piégé par Françoise Giroud il y a déjà bien des années. Vous avez séché, mais comme tant d'autres. Ça ne me pose aucun problème qu'on en parle. Est-ce que vous connaissez le prix de l'histoire ? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez le prix du RER entre Paris et Longjumeau ? Vous avez raison de me coincer. Je ne connais même pas. 4,65 €. Est-ce que vous connaissez le prix de la piscine municipale de Longjumeau ?
Non. Moi, je connais les prix de mon Quelle est quotidien. la morale Et je vais que vous vous dire, en comme tirez maire de Longjumeau, je connais malheureusement aussi le prix des différentes drogues qu'on vend dans ma cité. Vous ne pourrez pas répondre non plus à cette question-là. Je connais les prix de mon quotidien. Je n'apprends pas les prix des choses que je Madame, n'utilise Encore une pas. question, Darius ? Je comprends ça. Au-delà de l'anecdote, beaucoup de gens se disent... En Suisse, vous savez par exemple que les ministres prennent le tram. Ce n'est pas une légende. En France, vous avez gardé dans les élites, notamment politiques, une certaine distance vis-à-vis du peuple. Est-ce que ça peut changer ? Alors, écoutez, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours pris le train à chaque fois dans mes déplacements ministériels, et je vous invite à vérifier si vous avez un doute là-dessus. À chaque fois que c'était le plus évident. Je veux dire, je n'ai pris l'avion que quand ça s'imposait pour des motifs d'agenda. Il y a une exception à ça, et je sais que ça surprend les Français qui n'en connaissent pas toujours le motif, mais il y a une exception à ça, c'est le président de la République. Pourquoi ? Parce que quand le président de la République, ès-qualité, se déplace en France pour des motifs de sécurité, il faut déminer le train et il faut avoir de la police au-dessus de tous les ponts qui enjambent la voie ferrée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait lorsqu'il est allé à Lille. Ben oui, et ça pose beaucoup plus de problèmes, y compris à tous les usagers qui en fait se trouvent à avoir des retards ou des problèmes sur les quais, que ça ne... Je comprends que ça puisse avoir un intérêt symbolique, mais il n'est que symbolique. Et pour les gens qui sont retardés dans leur train, le symbole coûte cher en retard. Merci Darius, on vous retrouvera naturellement. Madame, une question encore sur vous, si vous permettez. Dernière. Une question sur vous. Parmi les préjugés que nous, Suisses, nous avons sur les Françaises, c'est que vous êtes resté un peuple très macho. Alors, il y a eu la petite parenthèse d'Édith Cresson, il y a eu l'échec de Ségolène Royal. Si Nicolas Sarkozy est réélu, est-ce que le temps des femmes peut revenir ? Écoutez, d'abord, je ne sais pas s'il faut faire la guerre des préjugés, parce que si tu dois faire la liste des préjugés que les Français ont sur les Suisses, on va perdre Pour la parité au gouvernement, par exemple. de l'audience en Suisse. François Hollande a proposé la parité au gouvernement. Est-ce que ce serait le cas ? François Hollande a proposé la parité des gouvernements dans une formule que je juge absolument scandaleuse. Il a dit oui, j'envisage la parité au gouvernement, mais bien entendu, les femmes et les hommes ne seront pas aux mêmes responsabilités. Eh bien, Nicolas Sarkozy, lui, il met les femmes et les hommes aux mêmes responsabilités. Il a fallu attendre Nicolas Sarkozy pour avoir une femme, par exemple, ministre de l'Intérieur, une femme ministre de la Justice ou une femme ministre des Finances. C'est ça la vraie parité. C'est quand on a les mêmes responsabilités et pas quand il y a un responsable politique qui déclare en nombre ce sera pareil, mais attention, en responsabilité on ne pourra pas. Vous comprenez bien pourquoi. Ah bon ? Darius, merci encore une fois pour ce regard, pour ces questions portées à Mme Kosciusko-Morizet. Et puis on vous retrouvera pour peut-être lever en effet d'autres clichés sur le fonctionnement de la société française. Peut-être un mot de précision sur les exilés dont on parlait à l'instant. S'ils ne respectent pas la règle du jeu, ils peuvent perdre la nationalité française ? Non, et on n'est pas. On l'a dit très clairement. Je l'ai dit tout de suite parce que il y a ce bruit, je le sais bien, qui a couru. Ça n'est pas un motif de déchéance de la nationalité. En revanche. Les exilés fiscaux, on parle bien non pas des expatriés, mais des exilés fiscaux, donc seront soumis à un certain nombre de contraintes fiscales. Grosso modo, ils devront payer en fait l'équivalent de ce qu'ils auraient payé s'ils étaient en France. Et s'ils ne le font pas, eux peuvent perdre la nationalité ? Ben non, ils sont obligés de le faire. Ils peuvent être poursuivis s'ils ne le font pas. Et s'ils ne veulent vraiment pas le faire, à ce moment-là, eux peuvent choisir de prendre une autre nationalité. Mais ça n'est pas le choix, vous comprenez bien. L'objectif n'est pas d'avoir des personnes qui partent. L'objectif, c'est d'avoir des personnes qui restent et qui réinvestissent dans l'économie. Le message que nous leur envoyons, c'est pas nous ne vous aimons pas. On a connu un candidat socialiste qui dit nous n'aimons pas les riches, non ? C'est pas une question de savoir si on vous aime ou si on vous aime pas, c'est une question de savoir vous êtes français, participez de l'effort et de la solidarité nationale comme tout le monde, restez et investissez. Alors on va en rencontrer certains, je vais vous les présenter dans un instant avec ces Français d'ailleurs. Français d'ailleurs, nous allons aller les découvrir, les rencontrer au Canada et au Québec exactement. Je vous propose donc de les découvrir. Vu d'ici, la campagne n'est pas très passionnante. Nous ici, on a la chance d'avoir l'impôt retenu à la source. Je ne comprends pas qu'un pays comme la France ne l'ait pas déjà mis en place. À un moment donné, il faut prendre des risques en politique. Ce qu'ils transpirent dans ce qu'ils proposent, c'est de mettre en avant ce qu'ils sont, leur personnalité. C'est moi, je. Plus que vraiment d'être au service d'eux. J'ai la chance de travailler beaucoup avec des jeunes arrivants, des jeunes Français dans la vingtaine.
et ils arrivent un petit peu le moral à terre. Ici, on a des jeunes qui viennent couper des petits lardons, qui ont des bacs plus 5. Excusez-moi, on comprend pas. Alors, ce qui leur ressort le plus, c'est que ces jeunes, en France, ils n'ont pas d'emploi à la hauteur de leurs connaissances. Alors, il y a bien sûr le choix de l'expatriation. Alors, ce qu'on entendait avec cet exemple, c'est presque l'obligation de l'expatriation pour des jeunes Français bien formés, mais qui ne trouvent pas de boulot. Oui, on le sait bien. C'est le problème de l'adaptation des filières de formation au monde du travail. Et c'est la raison pour laquelle on développe autant l'alternance. Et on souhaite la développer encore au-delà. C'est la différence entre, par exemple, le système allemand et le système français. En Allemagne, il y a énormément d'alternance pendant les études. Je parle bien d'alternance, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'adapter à tous les types de formations. On peut travailler en alternance dans les services, on peut faire une formation en alternance comme ingénieur. Tous les niveaux de formation peuvent se faire dans le cadre de l'alternance. Ça permet de se préinsérer en quelque sorte sur le marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle on y pousse tellement. Alors, vous avez mis en ligne il y a quelques jours un message pour les expatriés français, donc évidemment par définition installés dans le monde. Avec Hervé Hérault, nous allons les découvrir, les rencontrer au Canada. Oui, Philippe, tout à fait. Ce qu'on note, c'est que les Français de l'étranger au Canada, c'est une population très importante. Ils sont plus de 150 000, 80 000 inscrits, donc plus de 10% en seulement une année. Bon, c'est pas très étonnant puisque le Canada est une terre d'immigration. Exactement, un tiers de francophones vivent au Canada et c'est la destination la plus prisée après l'Australie. C'est également un pays où on a de la sécurité, où on peut trouver de l'emploi, on vient de le voir, et où il y a une qualité de vie. En revanche, il faut noter que seul un Français sur deux reste sur le long terme. Peut-être le climat. Peut-être on passe un ou deux hivers, peut-être on salue nos amis québécois et canadiens. Alors au niveau des bassins de population, bon, sans surprise, c'est à Montréal qu'on retrouve le plus de Français. Ils sont plus de 50 000, ils sont plus de 10 000 à Toronto et plus de 10 000 à Québec, également plus de 4 500 à Vancouver, et à Calgary où un consulat a été ouvert il n'y a pas très longtemps, ils sont également plus de 1 600, un nombre important. On va revenir sur le vote de 2007. Comment avait-il voté? Vous avez une idée, la façon dont ces Français avaient voté? Eh bien, nous allons regarder avec Hervé Hérault. Alors, les Français du Canada en 2007 avaient massivement participé, à 43% au premier tour, et c'est la gauche qui l'avait emporté. C'est Ségolène Royal qui avait recueilli le plus de suffrages au premier tour, avec 34,7%, Nicolas Sarkozy 31,8%, François Bayrou avait dépassé la barre des 20%. Et au second tour, ça s'était confirmé puisque Ségolène Royal avait obtenu 53,9% contre 46,1% à Nicolas Sarkozy, soit quasiment exactement l'inverse du vote dans l'Hexagone. Effectivement, il faut noter que Nicolas Sarkozy était en tête lors de cette élection. Une interrogation à Mme Kosciusko-Morizet? Peut-être vous pouvez nous commenter ces résultats de 2007 et est-ce que vous pensez justement pouvoir faire un meilleur score à l'étranger? On sait que le vote à l'étranger était traditionnellement un peu plus ancré à droite, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se déplacer. Écoutez, je ne saurais commenter de manière pertinente le vote sur un seul pays en 2007. En revanche, je suis surprise de votre commentaire quand vous dites qu'il y avait une bonne participation, 43%. Oui, pour les Français de l'étranger. Ah oui, mais alors ça ne va pas du tout. Alors moi, c'est ça le message principal que je veux passer. 43%, c'est une très mauvaise participation et on ne peut pas s'en satisfaire, que ce soit à l'étranger ou en France. Non, une participation normale pour une élection présidentielle, c'est 80%. Vous votez pour qui vous voulez, mais vous venez voter. On espère que les Français de l'étranger vous auront entendu. Et ils nous écoutent, ils nous regardent dans cette émission. Et à nouveau, nous les saluons. Merci Hervé. On fera connaissance avec d'autres communautés lors de la prochaine émission. Avant cela, une question mondissimo qui vous est posée justement sur ce travail, la valeur travail dont parle beaucoup Nicolas Sarkozy. On écoute. Ce qui pourrait motiver mon retour en France, ce serait une nouvelle reconnaissance de la valeur du travail en France qui, j'ai l'impression, qui a été un petit peu perdue, que je reconnais en Chine et qui n'existe plus en France. Votre réaction, la valeur travail est-elle suffisamment au cœur de la problématique électorale? Nicolas Sarkozy, en 2007, et le continue en 2012 dans un contexte différent, met la valeur travail au cœur de son projet. Il l'a dit, d'ailleurs, dès le début de sa campagne, il a dit, voilà, j'ai 3 valeurs. Travail, responsabilité, autorité. Ce sont mes 3 valeurs cardinales. Moi, je n'en change pas. Ce sont les mêmes en 2012 qu'en 2007. En revanche, le monde change et donc on peut être amené à proposer des mesures différentes pour leur faire droit, pour reconnaître la valeur travail. En 2007, on était dans une période de forte croissance. La reconnaissance de la valeur travail, c'était la défiscalisation des heures supplémentaires.
Ça marche bien. Aujourd'hui, il y a 9 millions de Français qui en bénéficient. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé par des crises mondiales. On est encore dans une crise économique. Et donc, la reconnaissance de la valeur travail, c'est garder la défiscalisation des heures sup. Nous y tenons. François Hollande veut les supprimer. Mais c'est aussi améliorer la compétitivité en France, faire en sorte que la marque France, fabriquée en France, soit toujours plus attractif et donc baisser les charges patronales et les cotisations salariales. Baisser les charges patronales à travers ce qu'on a appelé la TVA anti-délocalisation et baisser les cotisations salariales en redistribuant la prime pour l'emploi qui ne fonctionne pas bien. La prime pour l'emploi, elle devait accompagner ceux qui reprennent un emploi. Elle est versée plus d'un an après la reprise de l'emploi. On comprend bien que derrière ces mots sympathiques, prime pour l'emploi, c'est pas très attractif, c'est pas très incitatif. Mais j'ajoute autre chose, c'est que Nicolas Sarkozy veut réorganiser tout le système de protection autour de l'idée qu'on doit conduire tous ceux qui peuvent travailler vers l'emploi. Par exemple, le RSA. Par exemple, le RSA. Mais le RSA, aujourd'hui, il fonctionne bien pour sortir ceux qui sont dans la pauvreté, pour essayer d'éviter de tomber dans la trappe à pauvreté, mais il fonctionne assez mal, il faut bien le dire. Pour l'insertion vers l'emploi, il propose que quand on a le RSA, on ait 7 heures de travail au moins par semaine. C'est une question de justice et d'équité, mais c'est aussi une question d'efficacité, parce que quand on est trop longtemps loin de l'emploi, on a du mal à y revenir. Est-ce qu'on peut encore croire une promesse sur 5 ans, sur un mandat, notamment de la part de Nicolas Sarkozy, qui avait promis une amélioration de l'emploi? Tel n'est pas le cas, il suffit de dire, oui, il y a eu la crise. Vous savez, Nicolas Sarkozy, si on fait le bilan, et il y a des bilans très, très honnêtes qui ont été faits là-dessus, Nicolas Sarkozy est probablement le président de la République de la 5e qui aura le plus fidèlement réalisé son programme. Le programme de 2007, si vous reprenez tout ce qui avait été annoncé, proposé aux Français, il a été très fidèlement réalisé. Je prends pour vous souvenir, le service minimum dans les transports en commun, la loi sur l'autonomie des universités, la fin des droits de succession pour l'essentiel. C'est l'emploi. Donc le programme lui-même, il a été beaucoup réalisé. Après, en 2007, c'est vrai, on n'avait pas prévu que le monde allait être confronté à une telle série de crises. Crise de la dette, crise financière, crise économique, différentes crises internationales. Et donc c'est vrai, certains peuvent avoir l'impression que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais à cela, je demande de comparer. Parce que finalement, dans un contexte de crise mondiale, les résultats, ils se comparent. Alors, justement, on va comparer avec l'Italie. Nous allons retrouver Françoise Kadri du bureau de l'AFP. Bonjour Françoise, merci d'être avec nous. L'Italie qui a connu une situation économique difficile. Je vous demande également, vous, on suit beaucoup depuis Rome ce compte à rebours à 25 jours d'élection présidentielle française? Oui, bonjour. Effectivement, on suit parce que c'est quand même le grand voisin qu'on observe toujours avec pas mal de fascination aussi. Fascination parce que les Italiens ont un petit complexe d'infériorité par rapport à la France. Oui. Par rapport à la France, oui, ils trouvent toujours que c'est mieux organisé, c'est un pays plus efficace. Donc, et puis, il y a certains commentateurs qui comparent Sarkozy à Berlusconi, même si ça peut paraître bizarre à certains. Vous êtes d'accord avec ce comparatif? Attendez, je demande à Mme Kosciusko-Morizet. Qu'est-ce que vous pensez de ce comparatif? Je trouve que ce comparatif est absurde. Bon. Je veux dire, il demanderait à être précisé parce que je ne vois pas bien sur quoi. En revanche, moi, je voudrais dire que je ne sais pas si les Italiens ont un complexe de quelque nature. Je laisse le jugement. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration et je crois qu'il y a pas mal de Français qui ont beaucoup d'admiration pour la façon dont l'Italie est en train en ce moment de se prendre en main. Justement, Françoise, est-ce que... les réformes qui sont en train de... Dites-nous ce qui se fait et peut-être avez-vous une interpellation à faire à Nathalie Kosciusko-Morizet sur ce point. On vous écoute. Oui, justement, on parlait de l'emploi. Donc, en Italie, Mario Monti vient de proposer une réforme du marché du travail qui suscite beaucoup de remous, puisqu'un article un article du Code des travailleurs, qui s'appelle l'article 18, devrait être modifié et devrait faciliter les licenciements économiques. Donc, la question, c'est est-ce que la France, qui est également considérée comme un système assez rigide, enfin par les économistes, c'est pas moi qui le dis. On considère que l'Italie et la France sont les deux pays les plus rigides en matière de protection de l'emploi des salariés ayant un poste fixe. Est-ce que Nicolas Sarkozy, s'il est élu,
fera le promoteur d'une réforme similaire à celle de l'Italie, qui pourrait faciliter les licenciements. Généralement, on se compare en France au modèle allemand. Est-ce que ce qui se passe en Italie, ce que vous saluiez il y a un instant, peut être repris ? J'allais y venir en fait. En matière de droit du travail, c'est vrai que nos réflexions et nos propositions vont plutôt vers le modèle allemand. C'est par exemple les accords compétitivité-emploi que Nicolas Sarkozy demande, qui sont en cours de discussion avec les partenaires sociaux et qui souhaitent mettre en place, qui consistent à négocier au niveau de chaque branche, de chaque entreprise, quelle est finalement la bonne durée du temps de travail, de retrouver les conditions de la compétitivité dans le cadre d'une négociation en entreprise. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une cote taillée pour tout le monde, c'est forcément une cote mal taillée. Donc c'est plutôt une inspiration de l'expérience allemande qu'une inspiration de ce que vous présentez de l'expérience italienne. Et pour le reste, c'est vrai que nos réflexions, elles sont plutôt sur l'amélioration de la compétitivité. Donc baisse du coût du travail, plus d'argent dans la formation des chômeurs pour ramener plus de chômeurs vers le monde de l'emploi. On est plutôt sur ces propositions-là que sur ce que je comprends des propositions italiennes qui sont faites. Peut-être encore. Les Italiens, en réalité, disent qu'ils suivent un modèle danois, entre le modèle danois de la flexibilité et sécurité de l'emploi et le modèle allemand. Donc, en réalité, c'est assez similaire à ce que vous dites. Donc, la question, c'est est-ce que une réforme faciliterait quand même pas, aurait pas tendance à faciliter les licenciements économiques, parce qu'en Allemagne aussi, ils sont relativement faciles. Je crois que j'ai répondu, c'est-à-dire que les propositions que nous faisons actuellement sur les questions de droit du travail, elles portent plutôt sur l'assouplissement des conditions de négociation dans un système à l'allemand. Cette idée d'accord compétitivité-emploi, c'est l'idée que ce qui est négocié, imposé depuis Paris, sans discussion avec les partenaires, comme d'ailleurs l'ont été les 35 heures, qui par ailleurs procédait d'une philosophie de partage du temps de travail qui pour nous, était une erreur profonde. Mais de toute façon, ce type de démarche ne correspond pas à la réalité, la modernité du mode de fonctionnement des entreprises. C'est pas comme ça qu'on crée de l'emploi. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'aller vers une négociation au niveau des branches, au niveau des entreprises, pour que chacune puisse retrouver les clés de sa compétitivité. Les accords compétitivité-emploi, c'est ça. C'est pas, ça me semble pas être ce que vous décrivez là. Merci Françoise, merci d'avoir été en direct avec nous du bureau de l'AFP. Peut-être un mot. Vous venez de parler de 35 heures. J'ai l'impression que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, les 35 heures sont dénoncées comme étant le mal absolu. Pourquoi est-ce que pendant ces 5 ans, elles n'ont pas été purement et simplement annulées ? Les 35 heures sont très largement assouplies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les 35 heures, c'est la base de discussion du contrat de travail, mais vous pouvez avoir des heures sup et des heures sup défiscalisées au-dessus des 35 heures. Donc elles sont très largement assouplies. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été purement et simplement supprimées ? Parce qu'elles sont le seuil des déclenchements des heures supplémentaires. Alors, François Hollande, lui, veut carrément supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, elle profite à 9 millions de Français. Si on n'avait pas de seuil de déclenchement... Chose, ces 35 heures. Comme seuil de déclenchement. Ouais. Pour le reste, attendez, comme seuil de déclenchement, c'est-à-dire qu'il a fallu défiscaliser les heures sup pour rattraper le retard de pouvoir d'achat, la perte de pouvoir d'achat que cette proposition socialiste avait engendré. Donc non, elles n'ont servi à rien, je vous confirme. On a dû soigner un mal. Quand même, réduire le temps de travail, c'est comme réduire la durée du travail au moment où toute l'Europe cherchait à allonger l'un et l'autre. C'était absurde, on le voit bien aujourd'hui. Autre regard que nous allons porter dans cette émission, où nous attendons vos réponses, et celle de Nicolas Sarkozy. Nous allons parler Afrique en recevant Denise Epoté. Merci d'être sur ce plateau. Je vous interroge d'émission en émission. Même chose, à 25 jours de ce premier tour, les capitales africaines regardent vers le nord, sont très intéressées par ce qui se passe ici et par le match. Avec beaucoup d'attention, effectivement. Il y a 5 ans, la politique africaine de la France s'inscrivait sous le signe de la rupture. Or, ce qu'on a constaté, c'est que le secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel, a perdu son poste. Et il a perdu son poste. On a le sentiment que les changements au sein de cette relation Afrique-France, même s'ils sont souhaités par tous, ont du mal à être mis en œuvre. Pourquoi ? Je ne partage pas votre point de vue. Pour moi, ils sont visibles. Si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, plus récemment au Sénégal, ou même le processus qui a conduit à l'intervention française en Libye. La France, pendant longtemps, a privilégié sur le continent africain la stabilité. Et parfois, on le sait bien,
au détriment, disons-le, de la morale. Ou en tout cas, de principes, de bonne gouvernance, de principes politiques qui auraient dû être les nôtres. Mais c'est vrai que la France a eu tendance à privilégier la stabilité, considérant probablement à l'époque, je dirais, il faudrait interroger plus haut les dirigeants d'époque, mais considérant que c'était peut-être la première clé du développement, la première nécessité, que l'instabilité entraînait bien d'autres maux et qu'on ne pouvait pas en prendre le risque. Cette philosophie-là a changé avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la France a remis en avant ses idéaux, et notamment le libre respect, enfin le libre exercice de la démocratie, le respect du vote. C'est par exemple la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, nous avons défendu, mais pas seulement défendu, nous avons soutenu, nous sommes intervenus aussi pour faire en sorte que le choix des électeurs soit respecté. C'est vraiment une démarche qui n'aurait probablement été pas celle de la France dans les décennies précédentes. Donc c'est un changement concret. Nul ignore quand même que Jean-Marie Bockel a perdu son poste parce que Omar Bongo l'avait exigé et l'a obtenu. Écoutez, j'ai lu dans la presse comme vous, moi j'ai jamais rencontré Omar Bongo, je ne sais pas ce qu'il en est, tout ça c'est des rumeurs de presse. Moi ce que je vois c'est les réalités. Les réalités c'est l'intervention française en Côte d'Ivoire, je suis sûre que vous en êtes d'accord, il y a quelques décennies, elle ne se serait pas faite comme ça. On aurait privilégié la stabilité. Et les derniers mouvements au Sénégal disent aussi ça. Je ne dis pas que c'est la France qui les fait, bien sûr, justement, d'ailleurs, c'est plus la France qui les fait, d'une certaine manière. Au Sénégal, il y a eu une alternance. Il y a une alternance, mais c'est une alternance qui dit à une stabilité qui a toujours été privilégiée en Afrique, eh bien aujourd'hui, on préfère le mouvement, et le mouvement est celui des peuples et celui de la démocratie. Alors, justement, à propos de ces nouvelles qui viennent d'Afrique, vous releviez à juste titre l'alternance au Sénégal, mais il y a une nouvelle plus affligeante, c'est le Mali. Le Mali est une victime collatérale de la crise libyenne. Alors, comment la communauté internationale, avec cette coalition européenne qui a mené cette guerre contre Kadhafi, peut aujourd'hui accompagner le Mali pour qu'il préserve son intégrité territoriale? La communauté internationale est très vigilante sur ce qui se passe au Mali, mais vous connaissez la chronologie de l'intervention en Libye. On parle d'abord au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on cherche des solutions collectives et naturellement des solutions pacifiques. C'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, il ne faut pas courir aux conclusions de ce qui s'est passé en Libye et de l'intervention en Libye. Mais on voit aujourd'hui les effets dans la sous-région. On voit un peu les effets aujourd'hui avec le nord du Mali qui est complètement aux mains des ex-soldats de Kadhafi. Je comprends ce que vous dites et en même temps, je ne trouve pas qu'il faille tirer des risques et des malheurs éventuellement qui ont suivi la chute de Kadhafi, ici ou là, la conclusion qu'on n'aurait pas dû le faire. Je trouve que ce serait même très dangereux. J'ai vu qu'il y avait un responsable socialiste, Oscar Tebarou, qui disait des choses à cet égard hallucinantes. Il disait Nicolas Sarkozy a du sang sur les mains parce qu'il a provoqué la chute de Kadhafi. Enfin, est-ce que les socialistes d'abord revendiquent ce propos d'Oscar Tebarou et qui aujourd'hui se plaint de la chute de Kadhafi? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Et moi, si c'est ça qu'on est en train de dire, il faut le dire plus clairement. Merci Denis pour ce regard sur l'Afrique. Je le disais, nous sommes à 25 jours de ce premier tour. Il y a beaucoup de thèmes qu'on a évoqués et bien sûr il en reste d'autres. Il y a un thème qui a disparu de la campagne, ça il faut le constater. Ça doit bien vous peiner puisque vous avez été ministre de l'Environnement. Plus personne ne parle du Grenelle de l'environnement ni des questions d'environnement. Où est passé ce thème? C'est vrai qu'on en parle très peu. Si vous prenez tous les derniers discours des grands candidats, les deux seuls discours dans lesquels vous trouverez des références sont le discours de Villepinte de Nicolas Sarkozy, même si ça a été peu repris, et surtout son discours de Strasbourg, où là, il y a des choses très intéressantes sur la gouvernance mondiale en matière d'environnement. Je vous invite à revisiter parce que je suis sûre que pour une chaîne comme la vôtre, ça a du sens. C'est un discours sur la gouvernance mondiale. Mais c'est vrai que l'écologie est très peu présente dans la campagne. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Bon, d'abord, il y a un contexte qui est celui de la crise. Et moi, je conteste que ça doive mener à sortir l'écologie de la campagne, mais c'est à chaque fois le cas. C'est-à-dire, en période de crise, il y a toujours une alliance entre les écolos sceptiques et ceux qui pensent que l'écologie, ça coûte cher et qu'en période de crise, on n'a pas les moyens et qu'on fera ça plus tard. Je pense que c'est une erreur parce que pour moi, l'écologie est un des moteurs de la sortie de crise. Eh bien, vous pourrez donc en convaincre celui de qui vous portez la parole, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Je vous fais remarquer que lui
parle d'écologie dans ses discours, il n'est jamais interrogé dans aucune interview sur le sujet. Vous voyez, nous l'avons fait sur le plateau de TV5 Monde. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur le plateau de France 2012. Avant de recevoir un autre candidat, je vous propose de revenir sur les clichés, sur les images, sur les instantanés de la semaine avec les choix de Sylvie Brément.